Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire sur les réseaux privés, l'évolution de la réglementation, l'évolution du marché. L'idée, c'est qu'en fait, le cabinet La Viacom accompagne déjà pas mal d'entreprises sur les réseaux privés depuis 2016. Et en fait, entre ce qui se passait en 2016 et ce qui se passe en 2022, il y a d'énormes transformations. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de revenir dessus avec vous et puis pouvoir répondre à vos questions. Juste pour faciliter le déroulement du webinaire, je vous propose tout simplement de couper vos micros, couper vos caméras. Ça fera une grosse empreinte environnementale en même temps. Et puis sachez qu'on aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc on va vous présenter l'agenda, mais il y aura un temps de questions-réponses qui vous permettra ensuite de poser vos questions, soit en rallumant le micro, la caméra, soit tout simplement par chat et on y répondra avec plaisir. Alors, je vais commencer par me présenter. Oui, je sais que c'est pas très poli, mais bon, on m'a donné l'autorisation. Donc, je suis Maxime Deschamps, je suis en charge du domaine IoT au sein du cabinet Naviacom. Donc, je suis chez Naviacom depuis 2013. Et donc, on accompagne des grandes entreprises principalement sur leur réflexion IoT, mais aussi sur leur réflexion réseau privé. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, puisqu'on a on a eu la chance de travailler sur des réseau privé, que ce soit sur la partie étude d'opportunité, business case, identification des cas d'usage, expérimentation. Et en ce moment, on mène plusieurs appels d'offres pour trouver les bons partenaires pour nos clients. Et je ne suis pas tout seul, puisque je suis en compagnie de Pauline et de Christian. Pauline, je te laisse te présenter. Merci Maxime. Rapidement, moi je suis consultante dans le domaine IoT et services connectés avec Maxime. Donc on travaille ensemble sur la plupart des sujets IoT et réseaux privés. Je t'en prie Christian. Bonjour à tous, donc Christian Régnier, un ancien Air France KLM, mais également donc fondateur de nouvelle entreprise Privinet, consulting, qui fait du consulting en réseau 4G et 5G privé, également cofondeur de l'association UINA, que je vais présenter un petit peu plus tard, donc même maintenant. Donc historiquement, concernant les réseaux privés en France, il y a eu Agur, je fais partie des cofondateurs d'Agur avec d'autres collègues RATP, SNCF, EDF entre autres, vous les voyez tous là. C'était quoi? C'était en 2012, donc ça remonte loin maintenant. À l'époque, on s'était dit, tiens, il y a les réseaux 4G qui arrivent, en 2012, il faut revenir dans le passé un peu. Il y a les réseaux 4G qui arrivent, ce serait peut-être pas mal pour nous qui avons des opérations, des réseaux de connectivité opérationnelle et critiques, comme le Talkie-Walkie par exemple. Ce serait peut-être pas mal qu'on puisse bénéficier de ces réseaux et notamment de fréquences. Et on s'est dit, pour ça, si on veut des fréquences, il faut qu'on se groupe, il faut qu'on groupe les forces, parce qu'on ne fera pas le poids face au ministère de la Défense ou de l'Intérieur par exemple. Et on avait donc créé cette association. Et on a obtenu une fréquence, comme vous la connaissez sans doute, la fréquence 2 giga 6. On a 40 MHz dans cette fréquence. Et depuis la réflexion s'est poursuivie. On arrive plutôt vers les réseaux 5G maintenant. Donc on est un peu dans la même période que 2012 en 4G, sauf que maintenant c'est la 5G. Et je me suis dit, ce serait peut-être pas mal qu'on étende à la 5G. Alors Agur s'occupe aussi de 5G, bien évidemment, et ils sont toujours sur ces réseaux, mais ça reste français. La 5G amène beaucoup plus finalement un écosystème beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. On en a besoin, notamment pour tout ce qui est business, tout ce qui est métier, avec l'IoT, l'industrie 4.0. Donc j'ai créé EUINA avec des collègues de différents autres pays, 6 en tout. Et cette association a pour but d'aller vers l'harmonisation des fréquences et également, bien évidemment, lié à cette harmonisation de fréquences, un écosystème, et c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui, vous les industriels, c'est d'avoir un écosystème qui fasse qu'on puisse déployer ces réseaux privés à des coûts qui défient toute concurrence. Et voilà le but un peu de WINA aujourd'hui, que je présenterai encore un petit peu plus tard. Merci Christian. Un petit mot maintenant sur Navigacom. Donc voilà, on vous a parlé d'IoT, mais on est aussi un cabinet de conseil en stratégie IT sur d'autres domaines, les réseaux et la sécurité, qui est le domaine historique. Et on fait aussi de la stratégie IT pour les domaines du cloud et des infrastructures, ainsi que pour les communications et collaborations, donc les outils de communication et de collaboration. Et on existe depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, et quand on parle de stratégie, c'est toutes les réflexions amont sur l'étude d'opportunités, sur la construction de roadmap, des stratégies de sourcing. Enfin voilà, tout ce qui va être amont au projet déployé et en production. Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler donc de la 5G privée. Donc on fera
un rappel assez bref, mais néanmoins concret sur les drivers et les cas d'usage que permettent d'adresser les réseaux 4G et 5G privés. Ensuite, une partie sera dédiée donc à tout ce qui va être les fréquences et les régulations avec donc les nouvelles modalités, enfin les nouveaux dispositifs de l'Arcep. Puis on étendra un peu cette vision. Et enfin, un bloc de notre présentation sera dédié donc au marché et donc à sa transformation avec l'émergence de plein nouveaux d'acteurs. Et puis enfin, on dédiera voilà, une période de 10-15 minutes pour vos questions et on tâchera d'y répondre. Alors, pourquoi utiliser la 5G privée? Donc ça, c'est un slide qui reprend une étude, un livre blanc produit par l'AGUR, donc l'association dont Christian vous a parlé, donc qui réunit des industriels de divers secteurs, en particulier du transport. Et donc, ce livre blanc, le message, c'est que d'ores et déjà, il y a des cas d'usage hyper structurants pour ces secteurs et qu'ils peuvent être adressés donc, avec des réseaux privés, 4G en partie et puis 5G à l'avenir. Donc, pour rentrer un peu dans le détail de ces cas d'usage qui sont d'ores et déjà demandés et critiques pour ces métiers. On va avoir des cas d'usage liés à la vidéo, donc en uplink pour tout ce qui va être, par exemple, analyse temps réel de vidéosurveillance pour des sujets de sécurité ou de monitoring de trafic de passagers, par exemple. Les vidéos, enfin la vidéo downlink pour tout ce qui va être plutôt télédiffusion, assistance à distance pour des opérations de maintenance. On peut aller jusqu'à imaginer des usages de réalité augmentée pour faire de la maintenance voilà, sur des pièces industrielles. D'autres usages donc, liés, donc d'autres usages sans fil qui vont être le contrôle à distance des machines. Donc on pense à tout ce qui va être contrôle de machines diverses, mais en particulier d'automates. Dans le cas du train et de l'avion, en fait, il y a des systèmes de monitoring dédiés, voilà, qui portent les acronymes CBT et ERTMS. On va voir aussi tout ce qui va être transfert massif de données, donc pour le train et les avions, c'est-à-dire de pouvoir décharger et charger des données conséquentes sur les infos de vol ou de voyage entre une arrivée et un départ. On retrouve de l'IoT pur au sens capteur aussi, avec beaucoup d'asset tracking, hein. Ça fait vraiment partie des applications en plein essor en ce moment. Et puis, on retrouve tout ce qui va être voix associée push-to-talk, qui sont encore aujourd'hui basées un peu plus sur des réseaux comme la DMR ou le Tetra. Et donc, à gauche, là, vous voyez une représentation d'un radar qui, en fonction des types d'usage, caractérise un peu les performances attendues en termes de bande passante et de latence, qui sont voilà, des drivers forts pour l'usage de la 4G et de la 5G privée. Donc, pour les bandes passantes, là, on voit par exemple en vert qu'on peut attendre des débits jusqu'à 100 mégabits par seconde. Et puis pour la latence, voilà, on se rapproche des latences attendues par l'industrie, donc qui correspond à des dizaines de millisecondes. Et puis on a d'autres performances attendues en termes de couverture localisée ou large avec ces de faire ça de mobilité. Voilà, donc en dehors aussi donc, de ces usages voilà, qui vont driver les déploiements de ces infrastructures, de ces réseaux, on a d'autres drivers, hein, puisqu'il s'agit de réseaux privés. Voilà, comme il s'agit d'un réseau privé, ça va apporter du contrôle. Enfin, on va être maître de ces infrastructures et de l'architecture et de la configuration et du design de son réseau.
pour avoir voilà, les meilleures performances attendues. Cette façon de créer de la connectivité, ça permet aussi d'éliminer la dépendance vis-à-vis des opérateurs, qui d'ailleurs fournissent peu d'engagement quand il s'agit de la partie radio. Donc là, voilà, on reste en contrôle de notre service de connectivité. Évidemment, puisqu'il s'agit de réseaux privés, on a aussi la sécurité vis-à-vis des données qu'on peut héberger en local sur le site même. En tout cas, on a la maîtrise de où est-ce qu'on veut les héberger. Quand on parle sécurité aussi, évidemment, avec les réseaux cellulaires, c'est basé sur la carte SIM, donc c'est vraiment un élément qu'on appelle Secure by Design. Donc voilà, il y a un haut niveau de sécurité. Et puis, comme il s'agit de nos infras, on peut la faire évoluer pour coller aux besoins de nos métiers et l'évolution. Et puis, au niveau des coûts aussi, c'est voilà, un driver pour un peu potentiellement shifter, enfin, je veux dire, pour passer d'un modèle, on va dire, d'abonnement à un modèle plus CAPEX, si ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Et du coup, donc les premiers réseaux mobiles privés, on les a beaucoup retrouvés donc, dans des zones industrielles avec déjà peu de couverture publique. Et puis, voilà, avec des enjeux forts, donc on retrouve des ports comme celui d'Hambourg, des mines, enfin voilà, ce genre d'environnement. Et donc là, pour faire un petit point sur la 5G pure, donc, parce que là, c'est des cas d'usage qui sont, pour la plupart, jusqu'à présent, ce que j'ai présenté là, c'était partiellement faisable avec de la 4G privée, mais quand on parle de 5G privée, on va encore plus loin, hein. On a évidemment donc la pointe haute du triangle des débits supérieurs. Donc avec la 5G, on va encore théoriquement multiplier jusqu'à 10 ces débits. Et puis, on retrouve deux autres grandes catégories de KPI de la 5G. Donc, en violet en bas à gauche, Massive Machine Type Communication, ça va être la capacité donc de connecter des millions de devices sur une même zone géographique. Donc, ça va être particulièrement pertinent pour les smart cities, les smart homes. Voilà ce à quoi on pense rapidement. Et puis, sur le KPI, on va dire, de latence, donc à droite en orange. Et donc, ces nouvelles performances en termes de latence vont permettre d'avoir de nouvelles applications. Voilà, et la plus citée, ça va être le véhicule autonome. Et donc, toutes ces avancées en termes de performance reposent sur des avancées technologiques, évidemment, que je ne vais pas détailler. Mais voilà, on retrouve des nouvelles technologies radio. On retrouve cette notion de slicing que vous pouvez connaître, hein, de faire des couches de fonctions réseau virtualisées et puis d'avoir une couche qui correspond à un usage avec une priorité et du coup d'optimiser vraiment au mieux le réseau sur toute la chaîne. Et puis enfin, le Multiple Access Edge Computing, donc cette capacité de distribuer l'intelligence, enfin le réseau, depuis le data center, le cloud, etc., jusqu'à vraiment au plus proche du capteur ou du device, en tout cas du endpoint, voilà, qui est l'objet de l'application. Donc voilà pour les usages. Donc maintenant, je vais laisser Christian parler de pourquoi c'est le moment avec les nouveaux dispositifs ARCEP. Oui, merci Pauline. Donc effectivement, si tu passes au slide suivant, donc un petit récapitulatif, peut-être que tous vous n'êtes pas au courant, mais bon, il y a cette fameuse bande 38, la bande 2 Go 6 TDD, hein, qui a été ouverte en 2019. Merci à Agur qui a contribué, merci à l'ARCEP qui a fait cette validation, également cette affectation. Donc c'est vrai que depuis 2019 maintenant, on peut demander des fréquences pour des moyens propres opérationnel d'entreprise pour déployer des réseaux 4G privés, 4G ou 5G d'ailleurs, hein. Les deux étaient possibles. On a 40 MHz en tout. Alors, il y a eu deux difficultés par rapport à cette attribution de fréquence. La première, c'est qu'il y avait un premier palier de 100 km², donc c'est quand même assez important, je dirais, qui définit le prix de cette fréquence annuelle.
Donc c'est un coût annuel. Donc ce que j'ai mis là en exemple, hein, c'est 35 kg par an pour 10 MHz avec un minimum de 100 km². Alors, ce n'est pas un minimum, mais vous pouvez demander pour 1 km², mais vous paierez 35 000 €. Donc, vous voyez un peu le ratio de prix, c'est assez important, mais c'était une première. Hein. C'était d'ailleurs une première mondiale, hein, il faut le souligner quand même. Donc, je pense qu'il y avait moyen de peut-être se tromper un peu sur le prix, puisqu'on était les premiers à le faire. Donc c'est les deux sujets qui sont un peu problématiques aujourd'hui finalement et pour lesquels on voit qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. On doit avoir depuis 2019, on est en 2022, il doit y avoir peut-être une quinzaine d'entreprises ou une vingtaine grand maximum j'ai pas refait un point récent, mais une vingtaine d'entreprises. Entre-temps, ben voilà, l'Allemagne finalement a suivi, mais un pas de plus, c'est-à-dire qu'ils sont partis directement sur de la 5G, ils sont partis directement sur 100 MHz attribués en Allemagne, hein, sur la bande 3.7, 3.8, 4.2, il me semble bien, et donc à des prix qui défient toute concurrence, c'est-à-dire bien moins cher. Donc, et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes. Je crois qu'ils en sont à plus de 500 ou 600. Les UK, donc le Royaume-Uni, a suivi aussi récemment, plus récemment, et effectivement, on voit également énormément de demandes. Donc il y a une mission. Merci Philippe Herbert. C'était la personne qui a été missionnée pour regarder cette problématique de réseau 5G privé. Et depuis, ben voilà, l'ARCEP a réagi et a attribué une bande entre 3,8 et 4 GHz et qui l'ouvre à toute entreprise souhaitant démarrer un réseau 5G privé, donc encore une fois, quand je dis privé, dédié à ses usages opérationnels, sur son lieu géographique évidemment, hein, c'est pas une bande nationale, c'est pas, ne rêvons pas non plus, hein, mais c'est bien suffisant de toute façon sur les lieux géographiques où il y a l'emprise de l'entreprise. Donc, alors déjà, ce qui a été vu dans la mission et qui a été la conclusion de la mission, et finalement l'ARCEP a également acté très rapidement, c'est qu'il y a une simplification des demandes. C'est ce que j'ai oublié de dire sur la bande de giga 6. Les demandes sont vraiment compliquées à faire. Il faut vraiment être expert. Il n'y a plus de minimum de surface aujourd'hui. Et donc, c'est un coût très faible. Quand je dis très faible, je n'ai pas le prix exact, mais je crois que c'est de l'ordre de 200, 300 € annuels. Enfin, rien à voir avec les coûts initiaux sur la bande 2 Go 6 TDD. Et donc ça, c'est finalement un statut qui fait que, voilà, en France, allons-y, maintenant on a ce qu'il faut. Alors c'est vrai que cette bande de fréquence, c'est acté sur le portail, hein, je donne le lien un peu plus loin, sur le portail ARCEP, c'est pour 3 ans. Vous allez me dire, ah ouais, mais si on déploie un réseau, c'est pour 10 ans, nanani, non. Oui, certes, mais aujourd'hui, c'est déjà un gros plus de pouvoir lancer un minima des proof of concept, un minima des tests sur vos emprises, avec vos métiers, voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a on récupère pas mal de choses par rapport à ces réseaux, et ça, c'est le plus important, je pense. Et à terme, de toute façon, cette bande 3.8.4, elle rejoint, et je vais le montrer dans le slide qui suit, elle rejoint une directive européenne qui est en train de prendre de l'ampleur, et ça pourrait être une fréquence qui soit adoptée à terme. Donc, c'est pas une fréquence innocente. Et en plus, elle suit un écosystème, ce qui est un peu moins le cas sur le 2 Go 6. D'ailleurs, par rapport à l'écosystème, je vais vous présenter dans le slide suivant ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à cet écosystème entre 4G et 5G. Donc, en France, on a démarré très tôt les réseaux privés, et encore, comme je vous le disais, et je le répète, je pense qu'on peut être fier en France quand même, hein, Cocorico, le premier réseau privé déployé en 4G, hein, c'était en France. Mais c'est de ce fait-là, finalement, c'était une première mondiale et qui permettait une convergence des réseaux mobiles entre les réseaux type talkie-walkie, PMR, ce qui est expliqué là en PMR, les tablettes, en fait tout ce qui est data, etc. Donc c'était une première très intéressante, très importante, dans des milieux notamment très compliqués au niveau industriel que peuvent être les aéroports pour Air France KLM, que je connais très bien, mais ça peut être également la même chose pour les ports, pour les mines, bref, tous les sites industriels où l'environnement est un peu complexe, notamment au niveau métallique. Le Wi-Fi est pas super. Vous avez deux réseaux segmentés, les réseaux Tetra, Push to Talk et le réseau Data. Aujourd'hui, ce réseau 4G permet d'avoir une convergence et de pouvoir réunir et rassembler les usages, et c'est quand même quelque chose de plus. Je mets une petite ligne verticale rouge. Pourquoi? Parce que vous avez l'autre côté aujourd'hui, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, au niveau des associations. La 5G, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est partie depuis maintenant 2 ans, je pense, hein, sur les réseaux 5G en 3.8, 4.2. Ils ont mis 100 MHz à dispo, mais ils sont partis direct dans la 5G.
Ils n'ont pas commencé sur LTE. Et ce qui se passe au niveau d'écosystème, et ça me fait revenir sur l'écosystème, aujourd'hui, il y a un écosystème en France sur les terminaux, sur tout ce qui est voix, vidéo, tout ce qui est communication humaine, comme je mets sur la droite de ce slide. Par contre, comme c'est du 2 Go 6 et on est un peu seul sur la partie 5G, on va dire, et industrie 4.0, on n'a pas tellement d'écosystème en 5G. On l'attend sur cette bande 38, mais on ne l'a pas aujourd'hui. Par contre, à l'inverse, l'Allemagne a un écosystème qui arrive parce qu'ils ont démarré beaucoup de choses et il y a beaucoup de monde qui les suit au niveau de ces bandes de fréquences. Donc, ils ont quelque chose qui arrive au niveau de l'industrie 4.0. Donc, on va parler d'IoT, on va parler de robotique, de tous ces aspects-là. Par contre, ils ont un problème d'écosystème au niveau des terminaux. Et ils n'ont pas de terminaux aujourd'hui qui puissent mettre en place, par exemple, de la vidéo, de la voix sur ces emprises où ils ont déployé de la 5G. Le gros plus en France, merci encore une fois cette nouvelle bande de fréquence 3.8, qu'on va avoir. On pourra déployer à la fois ceux qui ont déployé la 4G, ils la gardent, c'est très bien, en bande 38 ça marche très bien, mais en plus ils pourront mettre en place de la 5G avec de l'antennaire, puisqu'on a des cœurs communs 4G, 5G qui existent aujourd'hui pour tout le monde. Et pour moi c'est un gros plus au niveau des écosystèmes. Pour Air France qui a déployé par exemple au niveau de ses aéroports, et demain s'il veut connecter ses avions, il met des antennaires 5G raccordés sur leur cœur actuel, sur cette bande 3.8.4.0, ça ne gênera pas du tout les équipements au niveau des personnels. Ils pourront continuer à maintenir leurs équipements et à travailler tout en déployant la solution 5G pour des véhicules autonomes, pour du cargo, pour les équipements avions également, maintenance prédictive. Donc le petit plus, il est là aujourd'hui. Et comme vous voyez, c'est un peu la Bérésina au niveau européen aujourd'hui, d'où Owina à nouveau, je réinsiste. Mais encore une fois, avec la France, on commence à aller vers l'écosystème un peu plus large, qui n'est pas juste la France, mais qui va aller, et j'espère à terme, sur toute l'Europe, un minima pour avoir et récupérer un écosystème digne de ce nom pour pouvoir tout mettre dessus, tous les usages d'une entreprise. Et au final, au centre, là, vous n'aurez plus qu'un réseau 5G qui permettra de communiquer tout le monde, les machines, les opérationnels, la logistique, les tablettes, la PMR, la sécurité, tout. Et c'est ça le but final quelque part pour les entreprises. Et là, il y aura un vrai ROI pour tout le monde quand ils devront déployer ce type de solution. On peut passer au suivant. Merci Pauline. Donc, j'ai été passé, oui voilà, un petit récapitulatif sur les fréquences. Comme vous voyez, c'est un peu la Bérésina, c'est clair. Donc vous oubliez le petit drapeau bleu blanc rouge en bas à droite, mais avant qu'on ait cette fréquence 3.8, vous voyez, on était tout seul là. La bande de 2 Go 6, donc d'ailleurs c'est pas 20 MHz, c'est 40 MHz, il y a une TTR. Ah non, 2.6 c'est à gauche. Ouais, il y a un petit décalage au niveau je vois qu'il y a un petit décalage au niveau des fréquences, mais qu'importe. Donc voilà, on part de 2 Go. Aux Pays-Bas, c'est une bande de fréquence. En Angleterre, c'en est une autre. En Finlande, hop, j'étais coupé à nouveau, décidément. Oui, et donc les Pays-Bas, l'Allemagne et Suède, vous voyez ce groupe un petit peu. Ce que vous pouvez regarder sur la droite, c'est le RSPG, le Radio Spectrum Policy Group. Donc là, c'est eux qui ont commencé à demander un petit peu, à faire un état des lieux en Europe, à poser des questions en décembre aux entreprises. Est-ce que vous avez besoin, vous les entreprises, de fréquences privées? Et nous, on pense que le 3.8.4.2 pourrait être intéressant pour toutes les entreprises européennes. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu parce que c'est pas connu, les entreprises ne savent pas qu'il faut le faire. Le but de Wina, c'est de se pointer, de dire nous on va répondre, et c'est ce qu'on a fait en janvier. Notre première action au niveau de Wina, ça a été de répondre au RSPG en disant oui, les entreprises françaises veulent de la fréquence, veulent du spectre, du 3.8.4.2, et ils veulent une harmonisation générale. Et maintenant, grâce à cette fréquence, encore une fois, qu'on obtient en France, on arrive dans ce modèle-là, et c'est tout le travail de Wina aujourd'hui, de grouper, comme l'a fait Agur finalement en France. Wina regroupe les entreprises, les demandeuses d'industrie 4.0 européenne pour aller monter au créneau des différents régulateurs dans chaque pays, mais aussi au niveau de la communauté européenne en disant on veut une harmonisation des fréquences. Un Air France demain qui va aller poser son avion à Berlin ou à Schiphol ou à Londres, s'il pouvait avoir une fréquence pour interconnecter son avion au niveau privé, que ce soit la même partout, ce serait vraiment le top du top. Pareil pour un Total, pour un Airbus, bref, des entreprises, on en connaît plein au niveau européen, qui ont des positions géographiques un peu partout. Aujourd'hui, c'est le bazar. Demain, avec Wina, on espère bien arriver à une harmonisation.
et au final un écosystème. Parce que le but de tout ça aussi, c'est plus il y a de demandes dans des fréquences communes, quelque part, plus les fournisseurs de solutions auront des solutions et plus les prix j'allais dire des quiz, plus les prix baisseront. Et c'est ça le but aussi également de Win. Voilà, je pense que j'ai pas trop dépassé mon temps, Pauline. Pas de souci. Merci. Du coup, vous l'avez compris, en fait, il y avait déjà la problématique de trouver les bons cas d'usage, donc ils sont existants. Ensuite, il y avait la problématique, j'ai pas de licence, je peux rien faire. Bon, on a résolu cette question-là, enfin l'ARCEP surtout, hein. Donc parce que maintenant c'est quasiment gratuit. Se pose la question, comment j'y vais finalement. Donc du coup, on va regarder ensemble par rapport à l'écosystème, parce qu'il en parlait effectivement Christian précédemment. Donc l'écosystème est extrêmement important. L'écosystème, on l'a représenté sur ce slide avec tous les composants. Finalement, on en a parlé, hein, en bas à gauche, c'est la partie licence avec l'ARCEP, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il y a toute la partie effectivement terminaux. Alors terminaux ou IoT ou dispositifs, on les appelle comme on veut, quoi qu'il en soit, il faut qu'effectivement au niveau hardware, les équipements puissent suivre. Et là, pour le coup, il est, comme le disait Christian, notamment avec l'Allemagne, il y a un écosystème IoT qui existe déjà, donc on va pouvoir utiliser cet écosystème-là. Et puis en Europe aussi, on a l'écosystème qui a été déployé pour la partie 4G. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à la fois, il y a le terminal, mais il y a aussi ce qu'on met dedans. Et ce qu'on met dedans, c'est quoi? C'est la carte SIM. Et donc, pour la carte SIM, effectivement, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui. Et souvent, il y avait l'objection, ah oui, mais si j'ai mon réseau privé à un endroit précis dans mon usine, je reprends mon équipement, je sors, et finalement, je ne capte plus la radio de mon réseau privé, donc je n'ai plus rien qui fonctionne. Et donc maintenant, on voit arriver, notamment avec des acteurs comme Transatel, une continuité de service. C'est-à-dire qu'avec une même carte SIM, on est capable de pouvoir gérer le passage d'un réseau privé à un réseau public. Ce qui fait qu'on a plus cet obstacle-là qui faisait qu'on avait besoin peut-être d'avoir 2 cartes SIM dans un terminal. Et on comprend bien que pour la partie IoT, c'est un peu plus compliqué. On a sur la partie couche d'infrastructure tout ce qui va être cœur de réseau, RAN, et donc on a une multitude d'acteurs, j'en ai mis quelques-uns ici. Puis après la partie intelligence, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place comme analytics, comme solution d'orchestration, comment est-ce que je peux piloter au mieux mon infrastructure. Et puis enfin, c'est toutes les applications qu'on peut mettre. Alors il y a quelques exemples, hein, on met quelques logos d'entreprise, mais on peut retrouver tout simplement des couches applicatives de type application collaborative sur mon réseau privé, on peut retrouver les problématiques de push to talk, comme disait Christian. Donc voilà, donc on a tout un écosystème qui est en train de se développer fortement, et en même temps, on le voit en bas, ce qui fait le lien entre eux, ce sont finalement les intégrateurs qui aujourd'hui sont en train de monter en compétence sur à la fois le build et puis aussi le run des réseaux privés, qui sont quand même spécifiques par rapport à ce qu'on pouvait faire sur les autres réseaux, type réseau Wi-Fi par exemple. Si on regarde sur le slide suivant, on avait historiquement, si on regarde un petit peu, je vais dire la préhistoire presque, on avait l'optique de dire on a besoin d'un réseau privé, on va mettre un gros cœur de réseau d'opérateurs, parce que c'est ce qu'il y avait à l'époque, qui est physique, et puis du coup, on va servir un seul site. Et donc, en fait, l'inconvénient, c'est le coût de l'infrastructure, c'est aussi la complexité de gestion, parce que si on gère un cœur fait pour des opérateurs, ce n'est pas la même chose que de gérer un cœur pour 50 utilisateurs ou 100 utilisateurs. Et donc, il y a à la fois le coût, il y a le fait d'être lié à un acteur du marché, donc c'est ce qu'on dit le vendor lock-in. Et puis, les choses ont changé, puisque, comme je disais, le marché est particulièrement dynamique et on voit apparaître d'autres modèles reposant sur des logiques de virtualisation, à la fois virtualisation du cœur, virtualisation du RAN, donc tout ce qui est radio. L'un des avantages, c'est quoi? C'est finalement le déploiement rapide de son infrastructure, on gagne du temps dessus. C'est en même temps la capacité à pouvoir définir correctement le bon sizing de l'infrastructure, et donc mes besoins évoluent, en même temps tout simplement je fais évoluer mon infrastructure, et puis c'est potentiellement de pouvoir rentrer dans un modèle de paiement au service. Et donc il y a des acteurs, je reviendrai plus tard dessus, qui proposent des offres packagées. Après, l'inconvénient effectivement, c'est que si on commence à dire qu'on a un cœur qui est virtualisé ou qui est centralisé pour différents sites, ce qui est très bien, ça permet de mutualiser l'infrastructure, il faut aussi avoir un réseau qui fonctionne bien, sinon voilà, on va être un peu en difficulté. Et puis c'est aussi des solutions plus complexes à gérer, et donc il va falloir avoir des solutions d'automatisation et d'orchestration. Quoi qu'il en soit, comme on le voit sur la petite carte de la France à côté, Cocorico, on a quand même pas mal d'entreprises qui sont en train de se lancer, et il y a des RFP en cours pour certaines aussi, pour d'autres, pour déployer des réseaux, et que ce ne soit pas que de l'expérimentation, mais que ce soit aussi dans une logique de mise en place d'une solution durable en mode run.
Si on regarde finalement une petite synthèse des acteurs, alors je dis petite, c'est vrai, hein, il n'y a pas tout le monde. Donc c'est vous dire que c'est pas avant, il y avait 2-3 acteurs, je caricature un peu, mais Nokia, Ericsson qu'on connaît bien. Maintenant, vous voyez, il y en a plein. Donc effectivement, avec des positionnements différents. On a essayé de simplifier le plus possible. Vous les avez, les acteurs du corps, donc qui peuvent être notamment Bicom, Atonet, Druid, etc., à tout corps. Et puis vous avez les acteurs du RAN spécifique. Et puis au milieu, comme vous le voyez, vous avez Firecell, Mavenir, Contron, Samsung, NEC, qui proposent à la fois du RAN et du corps. Et en bas, donc j'ai mis effectivement les acteurs plutôt SIM. Et la particularité, comme je vous le disais, le marché est vraiment en train d'évoluer, c'est que finalement, on se retrouve aussi avec des fournisseurs qui sont capables de mettre en place une infrastructure complète. Et donc, vous avez des acteurs qui vont vous déployer une infrastructure complète, même s'ils ne font pas à la base la partie carte SIM, mais ils vous offrent une solution packagée. Donc, c'est une infrastructure mise à service, as a service quasiment, comme par exemple Amarisoft. Et puis, vous en avez d'autres qui se disent, on va cibler sur peut-être des cas d'usage. Et donc, vous avez par exemple des entreprises comme Alice qui a ciblé des offres packagées pour tout ce qui est communication critique, PMR. Vous avez par exemple un Neutron qui dit moi, je vais m'appuyer sur d'autres constructeurs, parce que je ne suis pas spécialiste du cœur, du RAN, etc. Par contre, je vais être capable de piloter, d'orchestrer au mieux toute l'infrastructure et finalement de l'adapter et de la gérer de façon optimale, avec le minimum de compétences requises. Et puis, il y a un AWS. AWS, c'est partout, on le sait bien. Donc, qui lance une offre. Alors, je n'ai pas l'impression qu'elle soit encore disponible, mais dans l'idée, c'est que vous allez sur la console AWS, vous exprimez basiquement votre besoin, vous recevez les équipements, vous les branchez sur Internet et sur l'électricité. Donc, ça, c'est la promesse. Et donc, et derrière, c'est censé être gérable depuis la plateforme. Donc, voilà. Donc, il y a de nouveaux acteurs, comme on voit AWS, par exemple, qui proposent sur son modèle habituel, donc une autre façon d'aborder les réseaux privés. Donc du coup l'écosystème est assez riche et certains c'est un peu simplifié, se retrouvent au milieu d'une case, mais en fait ils proposent aussi d'autres services complémentaires, d'où la complexité à se trouver les bons fournisseurs en fonction de ses besoins qui sont souvent spécifiques. Et on le voit avec nos clients, celui qui a un besoin pour un seul site, c'est pas la même chose que celui qui a un périmètre par exemple européen où il va devoir avec son infrastructure gérer une dizaine ou une vingtaine d'usines à travers l'Europe. Et donc on n'a pas les mêmes solutions qu'on va mettre en place. Si on regarde après du côté justement solution, comment est-ce que une fois qu'on a défini auprès de qui on va prendre le service, mais comment on le fait tourner ce service-là? En fait, il y a deux grands principes. Le premier, c'est le client lui-même qui décide finalement d'avoir cette expertise. Donc souvent, il y a quelques années, même Christian l'a bien vécu, chez Air France, ça faisait peur. Ah non, on ne va pas devenir opérateur quand même, pas possible. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que ça va nécessiter une montée en expertise. Et ça, effectivement, les gens ne sont pas habitués, ils n'ont jamais géré de réseau privé cellulaire. Donc ça va être compliqué, faire former les équipes. Il va falloir aussi peut-être avoir une présence sur les différents sites. Quand on a plusieurs sites, il faut peut-être une présence locale, effectivement, pour pouvoir intervenir si nécessaire. Par contre, l'avantage, c'est que ça va permettre d'avoir une maîtrise parfaite sur la partie engagement, résolution des incidents, etc. Donc, on n'est pas dépendant d'un tiers. On peut mettre le niveau d'engagement nécessaire qui correspond en fait à ses besoins propres. Après, le plus classique que l'on voit aujourd'hui, c'est de dire on va passer par un intégrateur. Comme je vous le disais sur un des slides précédents, les intégrateurs aujourd'hui sont en train de rentrer sur la dimension build et sur la dimension run. Donc, c'est en train de monter en compétences. Donc, du coup, ils ont des centres aussi d'expertise au sein de leurs organisations. Ils mettent en place des labs pour pouvoir tester les nouvelles évolutions, les nouvelles releases, les upgrades. Ils ont déjà l'expérience du support et du troubleshooting. Et puis, ils sont aussi capables, lorsqu'il y a besoin, de faire un petit développement spécifique sur la partie notamment plateforme, si c'est nécessaire, de façon à répondre au mieux aux besoins du client. L'inconvénient, c'est comme je vous le disais, le marché est en train de changer, de se bouleverser. Des nouveaux acteurs arrivent, donc des fournisseurs de cœur, de RAN, etc. Il y a des nouveaux acteurs, effectivement, côté intégrateur qui se lancent et ils n'ont pas tous, effectivement, le recul sur la gestion de ces réseaux-là. Donc, du coup, il faut être vigilant aussi quand on fait la sélection du service provider qui va être capable d'opérer le réseau. Et quand je dis opérer, pour moi, c'est à la fois le configurer, gérer les incidents, les changes, etc., les upgrades. Et de faire du conseil à ses clients là-dessus. Si tu passes sur le slide suivant et on fait une petite conclusion, même on va après élargir le débat avec vous, avec les questions que vous pourrez avoir. Finalement, si on regarde du côté des cas d'usage, des drivers, on se rend compte de quoi? Que les fréquences sont là, comme on le disait, que finalement, on a des nouvelles technologies qui arrivent avec la 5G qui est là, et comme le disait Christian, même un Core LTE aujourd'hui, il peut évoluer sur la 5G demain. Donc, si on passe sur les solutions cloud virtualisées, c'est même la transition encore même plus facile.
Celui qui déploie du LTE-M, NB, IoT, demain, ça perdurera aussi sur les infrastructures 5G, donc ce n'est pas un mauvais choix. Et puis, c'est surtout, on pourrait avoir un seul réseau pour tous les besoins vidéo, voix, data, IoT, Office. Plus besoin de réseau Wi-Fi. Donc, je ne dis pas le réseau Wi-Fi tout neuf du mois dernier, il faut le démonter. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, si vous avez un choix à faire, vous voyez que vos infrastructures sont vieillissantes sur la partie Wi-Fi, DECT, Tetra, ça peut être l'occasion aussi d'avoir un seul support qui est ce réseau privé pour mutualiser plusieurs besoins. Du coup, ça vous permettra de dégager un ROI puisque vous mutualisez vos infrastructures pour différents besoins. Vous pouvez passer à un modèle OPEX pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a des offres de services as a service pour toute la partie infrastructure, ou alors de rester sur un modèle CAPEX pour ceux qui le souhaitent. C'est vraiment possible. Et puis après, effectivement, comme on le disait, sur la diversification du marché, on a différents modèles opérationnels. On peut avoir des solutions plus ou moins packagées, plus ou moins prêtes à l'usage, assez faciles à utiliser. Et donc, du coup, ça va dépendre effectivement de vos objectifs qui sont propres dans vos entreprises. Donc, d'où l'importance aussi de pouvoir investiguer sur le terrain, comme ça a été fait d'ailleurs par Air France et d'autres entreprises, quels sont les besoins concrets qu'on a aujourd'hui, qu'on aura demain, pour ensuite pouvoir définir le bon sizing de l'infrastructure. Parce que là, on a un client, on l'a rejoint il n'y a pas très longtemps, ils sont partis sur une solution, mais qui n'est pas du tout adaptée, parce que voilà, c'est fait plutôt pour des gros campus, mais il n'y a que quelques dizaines d'utilisateurs. Et on se retrouve avec la problématique d'avoir une grosse infrastructure à gérer pour peu d'utilisateurs, mais du coup, l'infrastructure coûte très cher aussi à gérer, à la fois en coût d'investissement, mais en coût de gestion aussi. Voilà en résumé, donc je crois qu'on a été clair, hein. Les barrages ils sont levés, donc maintenant il n'y a plus qu'à foncer, et donc on espère bien donc effectivement qu'avec cette ouverture du guichet de l'ARCEP, les choses vont s'accélérer en France. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de passer à la phase questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat ? Oui, on peut vous envoyer effectivement les présentations si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Vous pouvez réactiver le micro, la caméra si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, d'après votre opinion, une approche PMR basée sur des réseaux opérés et avec une garantie des ressources, ça veut dire des bandes passantes, par des opérateurs comme Orange, c'est quelque chose de pertinent. Est-ce qu'il y a des cas qui est parfaitement adaptable avec ce type de business model? Bonne question. Je ne sais pas, Maxime, tu veux que je réponde? Bon, tu as commencé, vas-y. Non, mais vas-y. Je te laisse. Non, mais vas-y, Maxime. Bon, très bien. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est ça. Un des messages clés, effectivement, vous pouvez très bien utiliser votre réseau 4G pour faire de la PMR. Et c'est d'ailleurs un des cas d'usage qui a été envisagé par plusieurs de nos clients, donc avec Christian qui est un ancien d'Air France, mais d'autres clients avec qui on travaille, c'est un des besoins principaux, en fait, sur des sites qui sont complexes dans le domaine de l'énergie ou autre. Effectivement, ça fait partie des premiers besoins. Et comme je le disais, il y a d'ailleurs des fournisseurs de solutions aujourd'hui qui s'orientent avec une proposition de valeur spécifiquement orientée. Je me permets une petite illustration avec le livre blanc d'Agur sur ce sujet voix. D'ailleurs, c'est un livre blanc. Voilà, c'est assez concis et c'est vrai que ça détaille bien les enjeux derrière les cas d'usage. C'était pour un de nos clients, c'était un des moteurs. C'était de dire mon réseau de communication, il est vieillissant, mon Wi-Fi, ça marche pas bien, va falloir l'upgrader. Et c'était aussi une des motivations, effectivement, c'était de pouvoir dire, au lieu d'upgrader mon réseau radio, du coup, je passe carrément à une solution de réseau privé. Et comme ça, je couvre plus de besoins. Alors, on a aussi une main levée là de Monsieur Vincent Audebert. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces présentations. J'aurais voulu plus de précisions sur cette intégration de réseau magique qu'on est capable de faire, parce que j'avoue que venant de quelqu'un qui est censé être spécialisé en IoT, essayer de m'expliquer qu'avec du 2.6 ou avec du 3.8.4, je vais réussir à intégrer tout, y compris l'IoT, je suis très dubitatif.
Mais sur la partie IoT, effectivement, comme on le disait, en Allemagne, en fait, aujourd'hui, vous avez effectivement des capteurs, vous avez des solutions matérielles qui vous permettent, en fait, de pouvoir effectivement faire de l'IoT. Après, l'idée, c'est qu'avec l'ARCEP qui ouvre son guichet, effectivement, et sur une bande de fréquences similaire, on va pouvoir récupérer, effectivement, les mêmes équipements qui sont aujourd'hui fabriqués sans avoir besoin de les faire évoluer ou faire des développements spécifiques sur la partie hardware. Donc l'idée, c'est de dire qu'on a effectivement des bandes de fréquences qui vont être compatibles entre devices IoT qu'on peut trouver notamment pour le marché allemand notamment, et puis ça va être compatible avec la dimension réseau privé suite à l'ouverture du guichet de l'ARCEP sur cette fréquence complémentaire. Est-ce que vous pensez de faire du NB IoT sur 2.2.6? Pour moi, à part des gens de la R&D dans les universitaires, personne n'en fait. J'en ai pas vu dans les fréquences encore plus hautes. Non, mais en fait, c'est justement. Enfin, excusez-moi, j'ai pas été clair. Justement, ça ne fonctionnera pas. Non, l'idée, c'est avec la fréquence 3.8, 3.8.4. En fait, c'est plutôt d'utiliser cette fréquence-là qui est mise à disposition quasiment gratuitement par l'ARCEP à partir de maintenant. Je te laisse compléter, Christian, peut-être. Non, mais oui, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, l'écosystème, il arrive. C'est clair qu'il arrive. Et ce qu'on dit et ce qui a été dit, c'est que le fait qu'il y ait énormément de tests aujourd'hui, je pense qu'ils en sont, encore une fois, je n'ai pas regardé, plus de 300 ou 500 personnes, 500 entreprises qui lancent des expérimentations sur Industrie 4.0 en Allemagne avec la fréquence 3.8.4.2, le fait que ça parte en Angleterre, le fait que nous, on ouvre ces fréquences aussi en France. L'écosystème va arriver, mais c'est clair que dans les releases du 3GPP, le NB IoT LTEM, il est en phase il arrive quelque part. Donc c'est clair que à un instant T aujourd'hui, on ne va pas vous dire bah oui, il y a une palanquée d'intégrateurs qui intègrent de l'IoT sur ces bandes-là, puisque c'est en train d'arriver. Mais on a fort à parier que dans un an, le discours sera complètement différent. C'est un peu ce qu'on a vécu. C'est pas un instant T. Ouais, c'est un peu ce qu'on a vécu en 2016, enfin dans ces eaux-là, 2016-2017, où finalement, quand on a voulu avoir des devices, voilà, ils n'étaient pas forcément compatibles du tout en termes de bande de fréquence en France. Le message, il est clair, Maxime. C'est clair, oui, je reviens avec Air France KLM. Le premier test a été fait en 2017. Il n'y avait aucun écosystème de terminaux durcis sur la bande 38. Aucun. Le POC a démarré avec des risques, puisqu'il a fallu mettre une infrastructure sans terminaux. Un an après, l'écosystème est arrivé. Donc le message, il est là aussi finalement. Plus on va faire du proof of concept, plus on va demander à des manufacturiers, venez tester, on va mettre en place quelque chose. On aimerait bien voir vos chargeurs bagages, par exemple, sur un aéroport. On aimerait bien les voir raccordés sur un réseau privé parce qu'on en a un. Regardez ce qu'on peut faire. Et tous ces tests au niveau, et là je reviens au niveau européen, pour le coup, pas rester franco-français. Avec la bande 38, on a vu ce que ça a donné. On n'a pas d'écosystème aujourd'hui, donc c'est ce que vous disiez. Mais pour la suite, ça va être magique. Et c'est ce qui va arriver. J'ai fort à parier que ça va arriver. Mais effectivement, en bande 38, on n'avait rien en 2017. Hein. C'est arrivé en 2018-2019. Hein. Et maintenant, on voit bien, il y a beaucoup de déploiements de réseaux et ils ont un écosystème au niveau des terminaux durcis notamment, voix, vidéo, etc. C'est un challenge. Néanmoins, ça reste un challenge. On peut continuer. On a une autre question, on a une main levée de Laurence Wallen. Oui, merci, bonjour. Je voudrais juste savoir comment est-ce que l'ARCEP a prévu quelque chose dans l'attribution du spectre de façon temporaire pour l'événementiel. On déploie actuellement, nous, des réseaux privés en Suisse en 5G standalone et c'est absolument génial ce qu'on peut faire avec puisqu'on mélange du PMR, de l'audio, de la vidéo, de la distribution. Et on a un immense problème de spectre dans le sens où on change de ville tous les week-ends, on a besoin de spectre pendant quelques heures, etc. Et il y a actuellement, en tout cas en Suisse, aucun mécanisme pour attribuer du spectre dans les bandes 3.8.4. Est-ce que l'ARCEP a prévu quelque chose pour du temporaire? Je peux répondre, Maxime, peut-être encore. Écoutez, c'est une bonne question. Je dirais qu'on prend note et on va la reporter à l'ARCEP. C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, rien n'indique cette problématique au niveau du portail ARCEP. Je vous invite à leur poser la question, mais néanmoins, nous, on leur posera la question également parce qu'effectivement, ça peut être une très bonne idée et ça peut aider beaucoup d'événementiels, la mise à dispo de fréquences à ce niveau-là. Je n'ai pas la réponse. On prend note.
C'est vrai que jusqu'à présent, ce n'était pas du tout ressorti et dans les demandes précédentes ou même dans celle actuelle, hein, comme on vous le disait là, pour la nouvelle bande de fréquences à louer, ça ne ressort pas du tout sur des besoins ponctuels en fait. Donc peut-être que ça peut être une option qu'on peut activer. Effectivement, c'est des choses qu'on va se renseigner, on va revenir vers. On va regarder, ouais. Bonne question. On a ensuite une main levée de Christophe Moulorva. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. C'était pas forcément une question, mais plutôt juste une remarque, dans la mesure où Italtel, pour qui je travaille, est intervenu comme intégrateur sur le déploiement du réseau LTO d'M1. Et donc, voilà, simplement pour dire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, qu'il y aurait un certain sens à ce que Italtel apparaisse sur le slide qui présente l'ensemble des acteurs. Vous pourrez trouver plus d'infos sur notre site internet si vous le souhaitez. Très bonne remarque, effectivement. La liste n'est pas exhaustive, mais effectivement, ça manque. Merci. On va le rajouter. Ouais. Ensuite, Maxime, on a quelques questions dans le chat, notamment 2 questions de Joseph. Ok, pardon, je n'avais pas vu. Alors. Joseph. Donc, quels verticaux sont les plus demandeurs de la 5G privée et pour quel cas d'usage? Et la deuxième, quelle est la quantité de spectre en moyenne utilisée par vos clients? En fait, sur la partie les verticaux, aujourd'hui, les clients avec lesquels on travaille le plus, ça va être dans l'énergie, donc sur des problématiques offshore et onshore. Et ça va être aussi dans dans l'industrie, c'est-à-dire vraiment les usines. Donc ça peut être effectivement entrepôt, ça peut être aussi fabrication, chaîne, etc. En fait, on a des clients où finalement leur infrastructure Wi-Fi va plutôt être satisfaisante. Ils vont dire ça fonctionne bien. Et puis d'autres, en fait, pas du tout. Elle n'est pas adaptée par rapport à ce qui est assemblé dans l'usine. Et du coup, en fait, ils ont des problèmes de couverture importants. Et donc du coup, c'est principalement. Et en termes d'usage aussi, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, effectivement, c'est à la fois de pouvoir connecter des individus, donc avec des smartphones, pour pouvoir faire de la voix, pour pouvoir faire éventuellement de la vidéo, parce que c'est aussi ça, la capacité à faire à distance de la vidéo pour faire effectivement de la maintenance, la réparation, etc. Et c'est aussi toute la problématique autour des smart tools, qui est de dire, on espère effectivement qu'on a un écosystème qui va arriver bientôt, les perceuses, etc., connectées, qui permettent de valider le couple de serrage, etc. Et donc, c'est vraiment connecté à la fois donc, des usages en mobilité de travailleurs, mais aussi les IoT, donc Smart Tools ou autres, ou les trackers. Voilà, c'est un peu les cas que l'on voit. Et puis, il y a la remontée aussi d'informations. C'est aussi un des troisièmes cas d'usage, c'est le côté un peu télémétrie, mise en place de capteurs et remontée d'informations. Après, quantité de spectre moyenne utilisée par vos clients. Je me permets de te couper. Là, c'est vrai qu'on est à 13h48. Donc, les gens commencent à partir, c'est normal. Mais s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Voilà. Je t'en prie, Maxime, reprends. En fait, sur la partie spectre, en fait, il peut y avoir des clients qui demandent du 10 MHz ou d'autres du 20 MHz. Après, non, Christian, je te laisse. Si, j'allais dire en moyenne, c'est 10 MHz pour répondre aux besoins. Encore une fois, c'est une couverture privée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 10 MHz, ce n'est pas une couverture parapluie comme c'est un opérateur public. Donc, tout est dans l'ingénierie finalement radio. Quand vous arrivez à adapter votre couverture, vous pouvez mettre des antennes là où vous en avez besoin. Du coup, 10 MHz peuvent largement suffire pour beaucoup d'usages. Mais ça reste à confirmer et à regarder ponctuellement, demande par demande, parce que plusieurs use cases en même temps fait qu'on peut avoir besoin de 20 MHz. Mais globalement, généralement, je pense que c'est 10 MHz. Si je mets de côté la partie Air France qui est à 20. Après, on a une question d'Anthony Lourmière. Quel est le réel intérêt de cette solution comparée à la simple utilisation d'APN privé fournie par un opérateur qui permet déjà d'assurer une certaine sécurité? Oui, alors effectivement, l'APN privé permet de renforcer quelque part la sécurité. Après, vous êtes toujours dépendant. Déjà, du premier point, c'est la couverture. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une couverture de l'opérateur et vous n'allez pas forcément avoir une couverture adaptée
qui va être vraiment adapté à votre contexte. Donc, même parfois, la couverture extérieure n'est pas suffisante, mais si vous commencez à vouloir faire aussi de l'indoor, ça peut être encore plus difficile. Et c'était des cas, c'est pour ça aussi qu'il y a d'ailleurs eu la mise en place du réseau privé. C'était parce qu'en fait, il n'y avait pas de couverture opérateur qui permettait de satisfaire ces besoins-là. Après, l'autre raison, c'est pour effectivement aussi c'est pour comme le disait Pauline dans les cas d'usage finalement, c'est s'assurer en fait qu'on a le bon niveau de qualité de service par rapport à ce qu'on peut attendre. Et donc en fait, vous pouvez avoir des besoins spécifiques qui requièrent une haute disponibilité, qui requièrent une certaine latence, etc. Et donc du coup, le fait de déployer vous-même votre infrastructure, ça vous permet de répondre à ces enjeux-là. Un APN privé ne va pas y répondre. APN privé, c'est plutôt une solution de sécurisation, effectivement, pour éviter que les flux ils passent 100% sur Internet. C'est plus sécurisé, mais c'est pas la même chose. Et vous n'allez pas déployer d'ailleurs de cœur de réseau ou de réseau antennaire. Il n'y a rien qui est déployé. C'est une configuration, je caricature, hein, mais ça va être une configuration côté opérateur, en fait. Après, je crois que ça peut... Ah, tout à fait. Ok, merci. D'autres questions ? Non, j'ai l'impression que c'est tout. Bon, on vous remercie pour votre participation.